Le niveau vibratoire. Alors, de quoi parlons-nous? D'abord, je voudrais faire une précision sémantique. À notre époque, tout le monde parle de taux vibratoire. Mais un taux vibratoire, dans l'expression taux vibratoire, donc il y a le terme taux. Un taux est un pourcentage. Si vous avez fait un prêt à la banque, vous le savez. Donc on compare un chiffre à un pourcentage donc d'un chiffre donné. Mais là, dans le sujet qui nous intéresse, la quantité, la notion de niveau vibratoire n'est pas connue, elle peut être potentiellement illimitée. Autrement dit, un pourcentage d'une valeur illimitée, potentiellement, ça ne veut strictement rien dire. Donc si vous entendez parler de taux vibratoire, soyez prudent parce que la personne qui emploie cette expression, on peut avoir des doutes sur le fait qu'elle sache de quoi elle parle. Donc nous parlons bien de niveau vibratoire. Un niveau vibratoire est potentiellement illimité dans sa valeur supérieure. Il peut être nul. La valeur du niveau vibratoire peut être égale à zéro. Il m'est arrivé d'être sollicité pour quelqu'un qui avait perdu son chien, qui m'a demandé de voir ce que je pouvais faire. Immédiatement, j'ai porté mon attention sur le chien en question et j'ai regardé où se situait son niveau vibratoire. Il était égal à zéro. Il se trouve que la personne a retrouvé son chien 2 jours plus tard et hélas, il était mort. Donc un niveau vibratoire à zéro indique que donc l'être vivant, humain ou animal ou autre, n'est plus de ce monde. La question qui se pose, est-ce qu'un niveau vibratoire peut être négatif? Certains disent farouchement que oui. Moi, je suis très prudent. Euh, je ne vois pas à quoi ça peut correspondre en fait. Et à mon avis, la notion de niveau vibratoire négatif relève d'un problème d'étalonnage, mais on en reparlera tout à l'heure. Pour en revenir au niveau vibratoire, si on fait un petit historique, et qui est important à réaliser, la première personne qui en a parlé s'appelait Alfred Bovis. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, il n'en a pas parlé, en fait. C'est quand même assez troublant cette histoire, parce que Alfred Bovis, son nom est passé à la postérité pour quelque chose qu'il n'a pas inventé, ce qui est assez cocasse, mais bon, c'est comme ça. Alors quelques mots sur Alfred Bovis. C'est quelqu'un qui a vécu il y a à peu près un siècle. On sait très peu de choses de lui en fait, mais sur sa biographie, on sait juste que c'est quelqu'un qui voulait étudier la médecine, mais il a été rattrapé par l'histoire familiale. Et à l'âge de 16 ans, il s'est retrouvé à devoir travailler dans la quincaillerie familiale. Mais je pense, on peut l'imaginer en tout cas comme quelqu'un à la fois de brillant, de frustré et de curieux. Et donc il s'est intéressé à beaucoup de sujets, à l'apiculture, à l'aviation et également à l'aviculture, entre autres, parce qu'il a fait beaucoup de choses, mais l'aviculture revêt sa petite importance dans notre histoire parce que il s'est mis avec son pendule à tester des poussins pour savoir, je pense qu'initialement, il voulait connaître le sexe des poussins, mais il y a eu un effet secondaire, si on peut dire, ou une conséquence à ces tests. Il s'est rendu compte que selon que les poussins étaient en bonne forme ou pas, le signal de son pendule était différent. Alors, comme il avait un esprit scientifique, du moins on le suppose, vu le peu de choses qu'on sait sur sa biographie, il s'est dit qu'il y avait probablement quelque chose à creuser sur cet aspect-là. Et donc, il a voulu quantifier la différence de signal entre un poussin valide et un poussin malade. Donc, il a créé une réglette et il a observé que le pendule s'arrêtait à tel ou tel endroit de la réglette en question. Et donc, ce qui mettait en évidence des données chiffrées par rapport à la vitalité, si on peut dire, aux vibrations du poussin en question. Et cette réglette, ce support gradué, il l'a appelé le biomètre. Par ailleurs, il s'est dit, tout ça c'est bien gentil, mais il me faut une unité. Et donc, il était bien conscient du fait que les ondes émises sont des ondes de très faible longueur d'onde, justement. Et donc, comme mesure, il a utilisé l'angstrom. Et voilà, donc il a créé
une règle et un biomètre et il utilisait donc la l'angstrom. Et il a écrit, un fascicule où il a consigné tous les travaux qu'il a réalisés. Il y a ceux-là, il y en a bien d'autres, hein, en particulier sur les réseaux telluriques et cetera. J'ai pu me le procurer d'ailleurs ce livre, il est très intéressant et très rare je suppose parce qu'il a fait à compte d'auteur, mais enfin bon ça c'est pour l'anecdote. Et donc l'histoire en est restée là et si ce n'est que le sujet était très important, il faut croire, parce que ses successeurs, ont repris, l'idée et ses travaux, parce que ça correspondait à un besoin, si ce n'est que, ses successeurs c'était un peu trop technique, il faut croire. Donc le biomètre est devenu, l'échelle Bovis et les unités en angstrom sont devenues les unités Bovis. Et l'échelle Bovis et les unités Bovis sont utilisées aujourd'hui, encore, mais donc un siècle, plus tard. Mais encore une fois, c'est là où je dis qu'il est connu pour quelque chose qu'il n'a pas inventé, parce qu'il ne s'est pas levé un matin en disant bon, ben, aujourd'hui je vais inventer une unité, je vais lui donner mon nom, et je vais inventer une échelle, je vais lui donner mon nom aussi. C'est pas comme ça s'est passé. Donc nous utilisons tous l'échelle Bovis et l'unité Bovis. Bon. Et donc ces outils qu'il a inventés sont utilisés de nos jours, mais ça interpelle quand même pas mal. Parce que si on demande à des personnes différentes de mesurer un niveau vibratoire, quel qu'il soit, d'un lieu par exemple, ou d'un objet ou d'une personne, à coup sûr, ou du moins l'expérience montre que tout le monde va trouver des valeurs différentes, sous réserve que ce soit des personnes de bonne foi évidemment. Alors pourquoi on trouve des valeurs différentes? On peut se poser la question, évidemment je me la suis posée. Quand on regarde bien, heu, si on veut mesurer un poids, on l'utilise comme, unité, comme étalon, on va dire, le 1 kilogramme. Bon, 1 kilogramme, on sait ce que c'est, ça correspond dans la nature, on sait trouver quelque chose qui pèse 1 kilogramme de façon, fiable, stable, durable. Pour le mètre, c'est pareil. Le mètre, même si sa définition a changé dans le temps, elle est toujours fiable et stable et elle correspond à des données que l'on trouve dans la nature, on va dire. Initialement, donc, c'était la 40 millionième partie de l'équateur terrestre. Pour les longueurs, pour les poids, etc. Donc, on sait faire. Par contre, je défie quiconque de me dire de trouver dans la nature quelque chose qui vibre à une unité Bovis de façon durable et stable. Ça montre bien qu'on a une échelle, on a un outil pour mesurer niveau vibratoire, mais on n'a pas d'étalon, on n'a pas d'unité fiable. C'est ce qui donne c'est la porte ouverte à toutes les dérives que l'on connaît et qui fait que à notre époque, il y a une chose qui s'ajoute en plus à ce sujet-là, c'est qu'à notre époque, tout le monde dit le niveau vibratoire de la planète augmente, des gens aussi, il est exponentiel, etc. Moi, je dis à qui veut bien m'écouter, restons raisonnables et revenons aux sources et voyons de quoi on parle. Donc, pour faire des mesures stables, ou du moins partagées avec tout le monde, il faudrait trouver une unité. Comment trouver une unité fiable et stable par rapport à un niveau vibratoire? En unité Bovis, pourquoi pas? Il faut trouver un étalon. Alors, je propose d'utiliser la vibration du cristal de roche comme étalon. Pour quelle raison le cristal de roche? Parce que ces vibrations sont stables et fiables, à tel point que, bon maintenant c'est peut-être un peu moins le cas, mais il y a eu toute une époque où les montres à quartz, étaient réputées pour leur fiabilité et leur justesse. Pour quelle raison? Parce qu'elles sont basées sur les vibrations du quartz, qui est donc très stable. Il suffit de dire de mesurer, enfin de s'entendre sur la valeur de la vibration du quartz et de faire toutes les mesures en fonction de ça. Alors, dans mes tests, j'utilise une vibration du quartz qui s'élèverait donc à 10 000 unités Bovis. Et en fonction de ça, on voit si la vibration des personnes ou des choses ou des lieux est supérieure à cette valeur ou pas. Donc si tout le monde parlait le même langage, déjà,
ça irait mieux et on aurait des données beaucoup plus cohérentes. En résumé, on se rend compte que pour mesurer le niveau vibratoire, on a un problème de fiabilité. Donc on a parlé de l'étalonnage, mais pour mieux comprendre la difficulté de ce que l'on veut faire, il faut déjà se poser la question sur ce qu'est le niveau vibratoire, donc donner une tentative de définition. Alors j'ai relevé une citation de Joseph Brickner dans son livre L'influence du lieu. Il dit: «Tout organisme vivant, humain, animal ou végétal, ainsi que toute matière inanimée, est constitué d'atomes et de molécules qui captent et émettent en permanence des ondes de la même façon qu'une antenne radio.» Autrement dit, en résumé, cette phrase est très riche et elle résume assez bien la situation. Il s'avère que toute la matière vibre, émet des vibrations et en reçoit. Donc quand on mesure un niveau vibratoire, on émet, on quantifie les vibrations qu'émettent les atomes et les molécules, que ce soit à la fois de la part des êtres vivants, mais également de tout ce qui est inanimé. Autrement dit, de toute la création, si on va par là, mais de la création matérielle. Au passage, je fais une parenthèse sur la seconde partie de cette citation, où il dit que les molécules émettent mais reçoivent également. Ça, c'est une notion qui est très importante par rapport à la création. C'est-à-dire que nous, êtres humains, mais c'est vrai de toute la création elle-même, mais en l'occurrence de nous-mêmes, nous recevons des informations en permanence sur la création, mais nous en émettons aussi. Le fait d'émettre des vibrations, donc c'est ce qui permet de mesurer notre niveau vibratoire évidemment, mais c'est également ce qui met en évidence que nous influençons tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire notre environnement proche au niveau matériel, mais également les gens que l'on côtoie. On reçoit des informations d'eux, mais également on les influence quelque part. Alors pour aller plus loin, je suis tombé sur une autre citation, Herbert Froelich, qui a été nommé pour le prix Nobel de physique, mais bon, visiblement il n'a pas eu, mais en tout cas, il a donné une idée qui est fondamentale par rapport au sujet que l'on traite aujourd'hui. Il a dit: «Toutes les cellules vivantes émettent des vibrations électromagnétiques dont la bande de fréquence se situe entre la micro-onde et les rayonnements infrarouges.» Alors cette citation pardon, est très importante également, parce qu'elle nous indique que donc les êtres vivants, les cellules émettent des vibrations, mais ces vibrations ont une longueur d'onde très très courte, ce qui permet de comprendre qu'elles sont très difficiles à mesurer. Elles sont, d'un point de vue scientifique, donc elles sont reconnues, mais elles sont difficiles à mesurer et c'est ce qui explique les difficultés que l'on a à faire des mesures fiables d'un niveau vibratoire. Donc, en synthèse, ce que je retiens de tout ça, c'est que le niveau vibratoire repose sur des données physiques. Donc, les scientifiques en parlent peut-être du bout des lèvres, mais en tout cas, ils en parlent, mais qui sont assez difficiles à mesurer, d'autant plus qu'on ne dispose pas d'unités fiables, comme je disais. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a aussi une autre source d'erreur, c'est que parfois je note, hein, mais bon, j'évite de trop réagir par rapport à ça, mais je note quand même que les gens mélangent absolument tout. Quand on regarde ce que disait Alfred Bovis, il parlait surtout des molécules et des atomes, donc on est au niveau de la matière. Et dans le contexte de niveau vibratoire qui s'élève, comme je disais dans une autre vidéo, par rapport aux échéances de la planète, les perceptions sont de plus en plus subtiles et il faut être très prudent sur ce que l'on mesure. Donc, à mon sens, l'échelle de Bovis, dont on voit certaines variations complètement aberrantes, telle qu'elle était initialement, avec une limite à 18 000 unités Bovis, voire 20 000, est amplement suffisante pour faire des mesures au niveau de la matière. Par contre, si on veut faire des mesures au niveau des émotions ou des pensées, à ce moment-là, il faut changer d'échelle. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.